Sénateur, je vais aussi vous faire part de quelques commentaires généraux et je répondrai à vos questions. Il est impossible de parler de prévention de suicide de parler du cadre de prévention du suicide sans parler du suicide et de la prévention du suicide. Le comité en est conscient. C'est pourquoi il a judicieusement inclus des informations sur les lignes de crise téléphonique au cas où quelqu'un serait en détresse. Ce ne sont pas les discussions sur des cadres gouvernementaux ou des données anonymes qui provoquent la détresse. C'est le sujet du suicide qui la provoque. En fait, le sujet cause tellement de détresse que souvent, nous faisons des efforts pour éviter d'en parler ouvertement, même dans un comité sénatorial qui étudie ce sujet. J'espère que tout le monde comprendra que je soumets cet aperçu à votre considération avec le plus grand respect. Cela étant dit, parlons du cadre. Comme un grand nombre de témoins l'ont fait remarquer, le cadre doit être repensé. Il ne comporte pas de section d'évaluation qui est intégrée. C'est une faiblesse, mais sa force est qu'il propose des principes directeurs, comme renforcer l'espoir et la résilience, tirer parti d'initiatives et partenariats complémentaires, être fondé sur les données probantes, utiliser les approches de santé publique. Mais ce cadre de référence souffre des mêmes faiblesses que l'étude du comité, à savoir le problème de la focalisation et de la proportionnalité. Si nous voulons réduire le plus grand nombre de suicides au Canada, nous devons nous axer les recherches, les programmes et l'évaluation sur les populations qui sont plus susceptibles de commettre des suicides. Il s'agit, selon les recherches, des chercheurs, des hommes autochtones et des hommes en général. Si on réduisait de moitié le nombre de suicides dans ces deux seuls groupes, le tableau du Canada serait complètement différent. Il ne s'agit pas d'une comparaison. Il ne faut pas se limiter à la comparaison. Oui, il y a des problèmes dans ces populations qui sont complexes et de longue date, mais ce sont ces populations qui ont le plus besoin d'aide. J'ai été heureux de voir un panel autochtone. C'est une bonne chose, mais avec tout le respect que je vous dois, étant donné la proportion de suicides chez les autochtones au Canada, ce panel aurait dû être le premier. Et il ne s'agit pas d'être le premier en ligne, mais c'est de commencer et de centrer la discussion sur ceux qui rencontrent ce problème d'une façon plus prononcée. Quiconque prétend avoir une quelconque expertise en matière de suicide au Canada doit absolument être très bien informé sur la santé mentale des Autochtones et des hommes. Je suis découragée de ne pas voir un panel sur la santé mentale des hommes dans cette étude. Les hommes représentent plus de 75% des suicides. Ce comité est très conscient de la nécessité d'appliquer une lentille sexospécifique aux questions de politique. Aujourd'hui, je vous demande de reconnaître les hommes et les garçons comme un genre et de mobiliser les ressources afin de les détourner d'opérer ce choix fatal. L'analyse comparative entre les sexes consiste à évaluer les inégalités systémiques. L'histoire nous a montré que le fait de pointer du doigt les inégalités systémiques peut susciter de la résistance et parfois de l'hostilité. Il faut une certaine humilité lorsqu'on examine les données pour reconnaître que nous n'avons pas bien proportionné les ressources en ce qui concerne le suicide masculin. Si vous cherchez des données, je vous invite à lire le rapport produit par mon bureau qui porte précisément sur la prévention du suicide et les besoins en matière de santé mentale des Autochtones et des hommes et garçons au Canada. Je crois que la présidente vous en a fait part. Le public peut trouver le rapport sur la page web du comité. Il est disponible dans les 2 langues officielles. Avoir l'attention à représenter un défi, mais le voici à nouveau. Je l'ai soumis à ce comité pour la présente étude. Et je demande à tous les sénateurs, témoins, chercheurs et Canadiens de le lire et de se tourner vers des solutions ayant un impact sur ces populations clés. Lorsque j'ai constaté l'absence d'un groupe d'experts sur la santé mentale des hommes pour cette étude, je me suis demandé si le Canada peut-être manquait d'expertise, mais j'ai rapidement découvert que ce n'était pas le cas.
En fait, le docteur Rob Whitley, professeur agrégé au département de psychiatrie de l'Université McGill et chercheur principal au centre de recherche de l'hôpital Douglas, par exemple, a beaucoup écrit, beaucoup, sur la santé mentale des hommes et la prévention du suicide. Il a publié Men's Issues and Men's Mental Health, un introductory primer qui est à la fois rigoureusement documenté et suffisamment facile à lire pour un non-expert. Donc, ce livre ici, collègues, résume des dizaines d'années d'expérience en matière de santé mentale des hommes. Dans son chapitre sur les déterminants sociaux du suicide masculin, il note qu'il existe 6 groupes d'hommes présentant le plus grand risque. Il s'agit de les hommes d'âge moyen, les hommes autochtones, les vétérans militaires, les hommes des régions rurales et éloignées, les hommes blancs, les hommes impliqués dans le système de justice pénale. Le Dr. Whitley décrit une combinaison de facteurs en interaction qui semblent contribuer au problème, à savoir les problèmes d'emploi, l'état civil, le divorce et les questions familiales, et les troubles de santé mentale et les problèmes de toxicomanie. Dans l'idéal, le Dr. Whitley a été présent ici aujourd'hui pour partager ses recherches et répondre aux questions qui doivent sûrement vous trotter dans la tête après avoir entendu ce que je viens de dire. Avec un délai aussi court pour cette étude, il n'a pas été possible de l'avoir ici aujourd'hui. Mais il soumet à ce comité un mémoire que j'invite chacun à étudier attentivement. Il y a quelques faits de base sur le suicide masculin et les principes de prévention que nous devons tous connaître. Et comme j'y ai fait allusion plus tôt, non seulement nous ne sommes pas des experts si nous ne comprenons pas les informations fondamentales dans ce domaine, nous ne devrions même pas nous considérer comme étant informés. Si nous ne sommes pas informés par rapport à qui se suicide, dans quel nombre et pourquoi, nous ne sommes pas en mesure d'aborder la prévention du suicide. Et si nous ne sommes pas en mesure d'aborder la prévention du suicide, nous ne sommes certainement pas qualifiés pour évaluer le cadre national. Sénateur, ce que vous entreprenez est admirable, je l'apprécie professionnellement et vous savez aussi que je l'apprécie aussi beaucoup personnellement. Je vous demande, avant de déposer votre rapport, de réfléchir profondément et de manière critique à la place des hommes et des peuples autochtones dans cette étude. Sont-ils considérés à leur juste valeur compte tenu de leur nombre? Donc, avant de répondre à vos questions, j'aimerais m'adresser directement à ceux, autochtones ou non, hommes ou non, ceux qui luttent en ce moment, même en regardant cette émission. Vous n'êtes pas seuls. Vous avez de la valeur. Nous avons besoin de vous parce que vous avez votre place. Nous vous aimons. Alors, s'il vous plaît, tendez la main dès maintenant et acceptez la main secourable qui vous est offerte. Appelez le numéro sur l'écran ou si vous ne pouvez pas voir l'écran pour une raison quelconque, le numéro est le suivant, 1-833-456-4566. Ou par SMS 45645. Les frères et sœurs autochtones qui se sentent peut-être plus à l'aise avec une ligne d'assistance adaptée à leur culture, vous pouvez appeler Hope for Wellness au 1-855-242-3310. 242-3310. Merci de votre temps, de votre écoute, et je suis heureux de répondre maintenant